Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette émission, ce spécial décryptage qui va faire le point sur deux sujets majeurs. En République démocratique du Congo, le premier porte sur la révision constitutionnelle. La Constitution, faut-il la réviser ou pas? Nous avons sur ce plateau deux acteurs politiques congolais, l'un de la majorité au pouvoir, l'autre il est de l'opposition. Patrick Kanga, cadre du parti présidentiel, le PPRD, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et de l'autre, Jean-Jacques Mamba, vous êtes secrétaire national chargé de l'idéologie et de formation au sein du MLC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans la deuxième partie, nous allons faire le point sur le sommet USA-Africa tenu récemment à Washington, auquel ont pris part beaucoup de chefs d'État africains. Alors, la première question, je la pose à Monsieur Jean-Jacques. La Constitution de la République démocratique du Congo peut être révisée, oui ou non? Une question apparemment lapidaire, mais elle vaut quand même sa raison d'être. Écoutez, la question est pertinente. Je pense que si la Constitution prévoit les mécanismes par lesquels elle peut être révisée... Excusez-moi d'abord, est-ce qu'une Constitution, en général, peut être révisée? Bien sûr. Et la nôtre aussi? Bien sûr. Il n'y a pas d'équivoque sur cette réponse, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de revoir ou de reviser tous les articles, y compris l'article 220, en passant par les voies référendaires. Alors là n'est pas la question. La thématique, ce n'est pas est-ce qu'on peut ou on ne peut pas, mais la question est de savoir pourquoi on doit le faire. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les choses sont claires. Nous devons tous respecter la Constitution en tous ses articles, mais on a l'obligation de justifier et d'expliquer pourquoi on veut la changer. Donc votre problème se situe au niveau de l'opportunité. L'opportunité, la nécessité. Moi, en fait, je suis venu dans cette émission parce que j'ai eu deux émissions auparavant qui traitent de ce sujet, mais j'étais seul, donc j'ai dû essayer de m'expliquer à ma manière. Maintenant, j'ai un ami qui est très brillant et qui est du PPRD. Je pense que lui va nous donner certaines réponses, et donc j'ai des observations à faire, et j'attends les réponses qu'il va nous fournir. Voilà. Alors, Patrick, faut-il réviser la Constitution de la République démocratique du Congo, oui ou non? Je crois que la réponse a été donnée par mon co-débatteur, Jean-Jacques. Je crois que Jean-Jacques vient ici en tant qu'acteur politique. Il peut autant que moi apporter des réponses aux questions que vous, le journaliste, vous êtes en train de nous poser. D'emblée, ce qu'on peut vous dire, la révision constitutionnelle telle que annoncée, telle que voulue par une partie de la classe politique, par une partie de la population, par une partie de la classe scientifique, est avant tout tributaire à des besoins fonctionnels et non à des besoins individualistes, comme on veut nous donner l'impression. Lorsqu'on parle des besoins fonctionnels, on parle des besoins relatifs à la fonctionnalité des institutions de la République. Parce que, en 2006, nous avons battu campagne pour l'adoption de cette Constitution. Et de 2006 à 2014, aujourd'hui... En 2011, vous l'avez révisée? De 2006 à 2014, aujourd'hui, nous l'appliquons, nous l'exerçons, après avoir battu campagne pour son adoption par le peuple. Donc, nous sommes à même de dire quelles sont les vertus et les méfaits, les inadaptabilités qui sont contenues dans cette Constitution. Et lorsque les besoins fonctionnels, les besoins liés à la fonctionnalité des institutions de la République nécessitent à ce que l'on puisse adapter la norme constitutionnelle à la pratique politique, à la pratique des institutions de la République, il est un devoir pour ceux qui ont à leur charge la gestion de la Respublica de soumettre au peuple les adaptations nécessaires pour un meilleur fonctionnement des institutions de la République. Ce qui nous étonne, c'est que dès l'adoption en 2006, il y avait déjà des structures, notamment l'Église catholique par le biais de la conférence épiscopale, une certaine franche de l'opposition, qui appelait déjà à la révision et pire encore au boycott de cette Constitution. Là, c'est en 2006. Là, c'est déjà en 2006, alors que nous parlions de son adoption. C'est après l'avoir appliquée, l'avoir exercée, que nous avons décelé certaines inadaptabilités, comme quoi, par certains dysfonctionnements, j'en viens, oui. Certains dysfonctionnements qui appellent bien à une réflexion profonde de la classe politique. Et ce qui est fantastique, c'est de voir que ceux qui ont battu campagne contre la Constitution et de la manière la plus déterminée, aujourd'hui notamment le MLC. Aujourd'hui sont les plus grands défenseurs. C'est comme si
la Constitution s'est bonifiée toute seule à travers le temps. Vous me demandez... Alors que le contenu est le même. Vous me demandez, comme quoi par exemple, lorsque nous observons avec la plus grande objectivité et la plus grande passivité, lorsque nous l'observons de la manière la plus dépassionnée, lorsque l'on observe le fonctionnement des institutions provinciales, les institutions provinciales qui résultent bien de la forme régionaliste de notre Constitution, ont été créées pour créer un certain renforcement entre les autorités publiques et la population, et notamment, bien sûr, pour propulser le développement. Mais en observant pendant ces 2006 à 2014, je ne suis pas fort en chiffres, 9 ans. Pratiquement, oui. Pratiquement, oui. Vous m'excuserez si je me trompe. Allez-y. On constate que les institutions provinciales n'ont pas fonctionné normalement. Il y a plusieurs autres questions. Lorsque l'on parle des retenues, des 40%, lorsque l'on parle de la caisse de péréquation, qui est une caisse qui doit servir d'équilibre pour essayer d'être solidaire avec les autres provinces, parce que les 40% que l'on retient au Katanga ne sont pas les mêmes que l'on peut retenir au Kasaï occidental, au Kasaï oriental. Or, la République est une, et nous devons, quand nous pensons le développement de la République, faire en sorte que toutes les provinces soient dotées des moyens. Et lorsque nous réfléchissons à toutes ces inadéquations, lorsque l'on parle de 26 provinces dans la Constitution et que dans la pratique, l'on constate bien qu'il y a des difficultés administratives, des difficultés techniques à mettre ces 26 provinces en place, il y a autant d'éléments. Lorsque l'on voit aussi, je vais rajouter, parce que c'est une question que l'on nous soumet souvent par nos amis de la diaspora, la question de la nationalité, il y a un besoin criant de nos compatriotes qui vivent à l'étranger de participer à l'essor de leur pays, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des papiers belges, ils ont changé de nationalité, ils ont besoin d'avoir aussi ou de garder leur nationalité. Et la seule personne qui puisse amener ce changement, c'est le président de la République. Laissez-moi, on ne va pas aller dans l'amalgame. Oui. Il y a tout autant des questions fonctionnelles qui appellent à une révision. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on l'en fasse de la confusion. La révision constitutionnelle n'est pas le mécanisme automatique par lequel on requiert le suffrage du peuple. La révision, comme je viens de vous le dire, est tributaire à des besoins fonctionnels. Le mandat public pour un député, pour un président de la République, elle est issue du suffrage du peuple. Je vais vous donner un exemple. Rapidement, parce qu'on va Abdoulaye Wade a révisé la Constitution. Macky Sall, l'opposant, boudait cette révision. Mais cela n'a pas empêché, bien que la révision a été faite, que le peuple décide autrement. Le peuple a décidé de confier le pouvoir à Macky Sall. Mais c'est Abdoulaye Wade qui a initié la révision. Et la révision qui a été initiée par le président Wade, aujourd'hui, le président Macky Sall en bénéficie. Parce qu'il y a là la continuité de l'État, il y a là la continuité des institutions de la République. Donc il faut que l'on comprenne qu'il y a des besoins fonctionnels qui nécessitent que nous parlions de la révision, et ça n'a rien à voir avec des aspects individualistes. Voilà l'opportunité dont il a parlé. Quelle est votre réaction? En tout cas, je suis très émerveillé par le laïus qu'a développé mon confrère. Je pense qu'il est très doué dans cet exercice. Moi, je suis généralement terre-à-terre, donc vous allez m'excuser. Je vais prendre 5 observations. Allez-y. La première. Et je n'ai que 2 questions par rapport à ce sujet-là. C'est moi qui pose la question? Oui, je n'ai que 2 questions à poser à M. Kanga. Non, à M. Kanga, parce qu'on parle de la révision de la Constitution. C'est lui qui va me donner finalement les éléments de réponse. Donc, par syllogisme, nous disons que nous avons un pays qui a plus de 90% de taux de pauvreté. Ça veut dire 9 personnes sur 10 est pauvre ou sont pauvres dans ce pays. Qui dit majorité veut simplement dire que si vous avez une majorité au Parlement, ça veut dire que vous l'avez constituée sur base du plus grand nombre, c'est-à-dire du plus grand nombre des pauvres. Et vous êtes en même temps le porte-parole de ces pauvres-là. Alors, prenons 5 observations, parce que moi, finalement, je suis un homme de la cité. Je prends une observation sur la scolarisation. Notez que nous avons un taux même pas un taux, je vais vous donner un chiffre plus ou moins correct, de 6 millions de personnes, d'enfants, en âge d'aller à l'école qui ne peuvent pas aller à l'école. Vous l'avez tiré d'où? Ce sont des chiffres de l'UNESCO. Et d'ailleurs, on a encore vu ça il n'y a pas très longtemps, c'est passé, je crois, sur votre chaîne, où on est en train de se battre pour diminuer ce taux-là. Ça veut dire 6 millions, c'est presque la population, c'est 6 fois le Gabon. 6 millions, ça veut dire la République centrafricaine. Vous avez tout un pays comme ça qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, je me pose des questions.
et c'est une observation qui est très pertinente de savoir, mais cette majorité, parce qu'on ne parle que dans la Constitution, il y a des gens qui sont dehors, qui n'ont pas compris les aspects fonctionnels que M. Kang est en train de dire, mais qui comprennent la vie de tous les jours. Ils suivent l'émission. Un deuxième aspect, concernant l'emploi, et sachez que Kinshasa bat le record. Nous avons, en termes de capital, la ville qui a le taux de chômage structurel le plus élevé dans le monde entier. Et nous avons aussi un pays où il n'y a pas de ratio d'équilibre social. Je vous donne un exemple bête. Notre fonctionnaire, prenons que la fonction publique, le fonctionnaire gagne en moyenne le plus bas, le huissier gagne plus ou moins 40 000 francs congolais. Mais vous avez, entre guillemets, des mandataires et des députés, en général, qui ont un salaire qui équivaut à 250 fois, voire 260 fois les émoluments, le salaire du fonctionnaire. Pour qui on se bat dans ce pays? Donc moi, ce que je dis, c'est que dans les pays développés, il y a ce genre de ratio. Par exemple, en Belgique, vous avez un ministre qui gagne 8 000 euros, et c'est connu, et vous avez le huissier, il y a un SMIC qui est établi, qui gagne 1 000. Donc cette majorité, pendant 11 ans, n'a pas réussi à se battre pour les personnes pour lesquelles elle a été mandatée. Une autre observation, c'est au niveau de la santé. Laissez-moi vous donner cet exemple qui m'a choqué l'année passée en 2012. Je suis allé au campus, il y a une dame qui est venue avec son mari qui était gravement malade. Elle n'avait pas d'argent, on lui a demandé de donner ses téléphones en gage. Elle a donné ses téléphones en gage, ils ont fait un calcul, ça ne suffisait qu'à la consultation. Et après, il fallait acheter une seringue, elle n'avait pas l'argent pour la seringue, et cette femme a perdu son mari parce qu'il n'y avait pas d'argent pour la seringue. Donc, au niveau de la santé, au niveau des efforts sociaux, je suis tout à fait choqué qu'on ne parle que des choses qui sont, entre guillemets, il a utilisé des termes très, très scientifiques, fonctionnels, mais le vécu de tous les jours, ça n'a rien à voir, ça n'a pas commune mesure avec ce que les gens vivent. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que au côté social, alors qu'on a réhabilité un hôpital qui existait, on vous explique que la consultation va coûter 25 000, ça veut dire la moitié du salaire du huissier de la fonction publique. Une troisième observation, on parle de l'électrification, parce qu'on parle des chantiers, et puis on est passé à la révolution de la modernité. Mais vous savez que nous avons un taux d'électrification du pays de 9%. Si on ne considère que les centres urbains, ça c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui vous le dira, allez voir le rapport. Et si on doit considérer les zones urbaines, périurbaines et rurales, nous avons un taux de 1% d'électrification. Cela veut dire quoi? Qu'en 12 ans, la majorité n'a même pas pu élever d'un seul % le taux d'électrification du pays. Cela veut dire que sur 100 personnes au Congo, vous avez une personne sur 100 qui a droit au courant. Ça c'est la quatrième. Je vais donner une dernière. C'est concernant le budget national. Souvent, nos amis de la majorité disent nous allons faire de ce pays un pays émergent. L'OCDE, donc, quand vous voyez tout ce qui est l'Europe occidentale, ils ont dans leur budget 7% qu'ils allouent à l'éducation nationale. En moyenne, en France, en 2012, on a dépensé pour chaque élève 7 000 euros. Dans notre pays, alors qu'on veut un pays émergent, donc les gens qui ont 10 ans vont diriger le pays, ils auront 30 ans, 40 ans, 2030, nous avons moins d'1% que nous allouons à l'éducation nationale. Alors, après ces 5 observations, je reviens maintenant à notre débat. J'ai 2 questions à M. Kanga. Quels sont, avec toutes les ressources que nous avons dans ce pays, quels sont les articles de la Constitution qui vous ont empêché, vous, majorité, de répondre concrètement à toutes ces questions dans la Constitution? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a eu des articles, parce qu'on doit modifier, qui ont empêché à la majorité de réaliser avec brio ou de donner des solutions à toutes les problématiques avec des chiffres à l'appui que je viens de vous donner? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, et essayons d'être terre à terre. Admettons que vous allez la changer, cette constitution. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens comment est-ce que vous faites, comment est-ce que ce changement va résoudre ces différentes questions? Parce que finalement, on parle de quoi? De la réduction de la pauvreté, du développement humain. Dites-nous dans quelle mesure le changement pourra apporter des réponses à toutes ces questions. Mais là aussi, je me demande si aujourd'hui on vous accordait encore 5 bonnes années, est-ce que vous seriez en mesure de répondre aux problèmes fonctionnels dont vous avez fait allusion tout à l'heure? Monsieur Floride, il ne faudra pas que vous soyez emballé par la démonstration chiffrée que vient de vous faire Monsieur Jean-Jacques. Là, nous étions en train de parler de la révision constitutionnelle, de la nécessité d'une révision constitutionnelle ou pas. Et j'ai répondu à cette question. Et à une double question, parce que là, j'ai face à moi Floride et Jean-Jacques. Donc je réponds. Pourtant, je devais être journaliste, c'est ça. Donc je réponds à vos 2 questions de manière simultanée, et c'est un double travail que vous me demandez.